En 1944, l'armée de l'air américaine disposait d'un parc de 10 000 appareils et d'un demi-million d'hommes stationnés en Grande-Bretagne. C'était la plus grande force aérienne de combat de l'histoire. 50 000 d'entre eux périrent ou disparurent au combat, comme 70 000 hommes de la Royal Air Force. Ce film est dédié aux hommes et aux femmes de la 8e et 9e US Air Force et de la Royal Air Force qui trouvèrent la mort lors de la Seconde Guerre mondiale. Janvier 1933, Adolf Hitler est élu chancelier. En quelques mois, il retire l'Allemagne de la Société des Nations et de la Conférence de désarmement. Pendant ce temps, en violation du traité de Versailles, il organise son réarmement. Il annonce bientôt la remise en service de la Luftwaffe et la création d'une armée de plus d'1 demi-million de soldats. Mais alors que les politiciens occidentaux tentent de prévenir les événements survenus 20 ans auparavant, la transformation de la Royal Air Force a déjà commencé. En 1931, l'Angleterre remporte la Coupe Schneider en établissant un nouveau record de vitesse à 547 km/h. Quelques jours plus tard, il montait à 650 km/h. L'époque des chasseurs biplans était révolue. Il fallait clairement un nouveau type d'appareil et également un nouveau type d'armement. Avec leur cadence de tir limitée, les mitrailleuses placées sur le nez de l'appareil et synchronisées avec l'hélice s'avéraient dépassées face à des avions volant à plus de 400 km/h. L'Angleterre effectue une percée en 1934. Sur la demande du ministère de l'Air et grâce au travail d'une poignée de passionnés, les premiers chasseurs équipés de mitrailleuses déportées apparaissent. Les Hawker Hurricane et le célèbre Supermarine Spitfire. Ces deux machines allaient devenir le fer de lance de la Royal Air Force. Hawker était le premier constructeur à effectuer les essais en vol dès le 6 novembre 1935 avec son Hurricane Mark I. 4 mois plus tard, le 5 mars 1936, le prototype du Spitfire quitte le sol pour la première fois. Ils avaient une foule de points communs. Les deux étaient propulsés par ce qui allait devenir la référence en matière de moteur, un Rolls-Royce Merlin. Et bien que leur fuselage était différent, ils étaient équipés des mêmes mitrailleuses, 8 Browning 303 montées dans les ailes. George Unwin allait devenir l'un des as de la Royal Air Force durant la bataille d'Angleterre. Le Spitfire était un excellent appareil. Il disposait d'une force de frappe considérable grâce à ses 8 mitrailleuses. Mais il n'était pas aussi efficace qu'un Hurricane, dont l'implantation des canons était plus compacte. C'est grâce à cela que cet appareil était si performant face aux bombardiers ennemis. C'était sa grande spécialité, les bombardiers passaient un sale quart d'heure face à lui. C'était un appareil très robuste, mais aussi très lent. Lors de la bataille d'Angleterre, on pouvait compter près de 3 fois plus de Hurricanes que de Spitfire. Mais l'élégance de ce dernier allait devenir le symbole de toute une nation. Il avait été conçu pour vaincre et ses performances dépassaient presque l'entendement. Le premier groupe à être doté de cet appareil était la 19e escadrille, basée à Duxford.
Le premier vol aux commandes du Spitfire allait réserver des surprises aux pilotes accoutumés aux performances poussives des biplans comme le Gloster Gauntlet. C'était l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Mais on s'est beaucoup amusé. C'était un vrai défi à relever parce que nous étions parmi les premiers à voler à bord. On n'avait que peu d'informations sur ces performances. Il y avait un bout de papier indiquant la vitesse de croisière, de décrochage et de vol plané. Et c'était tout. On avait également la vitesse maximum volet-sortie et la charge utile. Et il fallait faire avec. Johnny Johnson, le pilote le plus titré du Royaume-Uni et du Commonwealth durant toute la Seconde Guerre mondiale, avait été impressionné par le Spitfire. Il garde un souvenir impérissable de son premier vol à ses commandes. Il était très impressionnant, plus long et plus élancé que tous les appareils que j'avais vus jusqu'alors. Il ressemblait un peu à une voiture de course si on le comparait à une voiture familiale. Il n'existait pas de modèle double commande. On vous montrait juste comment fonctionnait l'avion et c'était à vous de jouer. Les 2 ou 3 premières fois que j'ai volé à son bord, je n'avais qu'une seule idée en tête, le ramener entier. Mais petit à petit, les choses se sont améliorées. 6 semaines après le premier vol du Hurricane, ce qui allait devenir le plus redoutable chasseur allemand faisait ses essais en vol. Le Messerschmitt Bf-109. Il fut construit à plus de 3000 exemplaires, ce qui en avait fait le chasseur le plus produit de la Seconde Guerre mondiale. C'était également un adversaire de taille pour les Spitfire et les Hurricane. Avec son armement regroupant canons et mitrailleuses et son moteur à injection Daimler-Benz, cet appareil était un adversaire redoutable. Peu de temps après l'évacuation des troupes britanniques de Dunkerque, en prélude à l'invasion, la Luftwaffe lança une opération visant à détruire le commandement aérien de la Royal Air Force. C'était la fameuse bataille d'Angleterre. Des assauts incessants pendant 116 jours, durant lesquels 700 Spitfire et Hurricane avaient dû faire face à près de 4 fois plus de Bf-109. Chaque jour, dans le ciel du sud de l'Angleterre, les combats tournoyants faisaient rage dans la confusion la plus totale. Habituellement, une fois le combat engagé, vous abattez votre adversaire. Et ensuite, vous dégagez pour éviter de vous faire abattre. Mais dans cette bataille, il était rare de finir contre l'ennemi face auquel vous aviez commencé, à moins que vous ne le touchiez sévèrement dès le début, ce qui laissait peu de chance aux pilotes parce que ces pauvres gars étaient assis sur le réservoir d'essence. Si les Bf-109 étaient supérieurs aux Hurricane face aux Spitfire, le combat n'était certes pas gagné d'avance. Le plus souvent possible, les Hurricanes se lançaient à l'attaque des bombardiers pendant que les Spitfire s'occupaient de leur escorte de chasseurs. Lors de la plupart des engagements, les Spitfire avaient l'avantage sur les Bf-109. Les Messerschmitt devaient descendre pour défendre leurs bombardiers. C'était leur seule option. Une fois à notre hauteur, on avait l'avantage grâce à notre maniabilité. Les pilotes de Bf-109 tentaient d'échapper aux Spitfire en piquant vers le sol. Ils retrouvaient alors l'avantage grâce à leur moteur à injection face aux Merlin dont l'alimentation ne suivait pas. Cet élément mis à part, les pilotes de Bf-109 ne faisaient pas le poids face aux Spitfire, quelle que soit la configuration du combat. Et ils en avaient conscience. Dès qu'ils avaient un Spitfire dans leurs 6 heures, ils piquaient et ils fichaient le camp. Mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Aux commandes de son Spitfire immatriculé P9546, George Unwin est abattu par un bombardier allemand. J'ai toujours eu honte de cet épisode. J'allais attaquer un dornier isolé au-dessus de l'Essex. J'étais concentré sur ma cible. Et tout à coup, j'ai vu un trou dans ma verrière, un trou assez gros, au bord bien net. Et mon moteur a commencé à fumer.
Je n'arrivais pas à me dire si j'étais mort ou blessé ou quoi que ce soit. Je voyais ce trou devant moi. Mais la balle avait été arrêtée par le verre par balle et avait fini tout simplement à mes pieds. Et oui, à mes pieds. George réussit à se poser dans un champ près de North Weald et se retrouve à nez avec les baïonnettes des soldats anglais. À une autre occasion, volant à 20 000 pieds, il aperçut une escadrille ennemie volant en contrebas. Il l'observa longuement, attendant en retrait, espérant apercevoir un bombardier en maraude. Ce que j'avais oublié, c'est que le bombardier que j'attendais avait une escorte devant laquelle je me suis retrouvé. Et en quelques minutes, je me suis vu entouré de Messerschmitt volant dans tous les sens. Je fis alors un virage rapide en espérant que tout aille bien. Et chaque fois que j'en croisais un, j'ouvrais le feu. J'en ai touché 2. J'ai plongé à la verticale pour m'échapper et je suis rentré au bercail. Et croyez-moi, j'étais soulagé d'y arriver. C'est de ma faute, je n'aurais jamais dû sortir comme ça. La bataille progresse en même temps que les polémiques qui l'ont entourée. Lorsque le commandement se voit divisé en 4 départements distincts, c'est sur le 11e groupe basé dans le sud que les attaques de la Luftwaffe porteront le plus. Se reposant sur le nouveau type de radar permettant d'anticiper l'arrivée et le brouillage d'escadrilles ennemies, le responsable du 11e groupe, le général Kate Park, préfère envoyer de petits nombres d'appareils en interception. En formation restreinte, ces appareils peuvent être en l'air très rapidement, mais sont également très vite dépassés en nombre par les escortes de bombardiers. Plus au nord, au sein du 12e groupe, Douglas Bader de l'escadrille 242 et le lieutenant-colonel Leigh Mallory préféraient des formations plus importantes. Avec 5 escadrilles, soit 60 appareils prenant l'air ensemble, sous l'appellation escadre d'Uxford, les risques étaient réduits. Le plus dommage dans toute cette histoire, c'est que Leigh Mallory du 12e groupe et Park du 11e ne s'entendaient pas du tout. C'est le moins que l'on puisse dire. Il semblait que Park était toujours réticent à recourir aux grandes formations, au départ de Duxford ou de Reitering, ou encore du 10e groupe. Il disait toujours qu'il n'avait pas le temps de constituer de grandes escadres à cause de la portée des radars et de la distance à franchir par-dessus la Manche pour atteindre le Pas-de-Calais. Mais il avait tout le temps qu'il aurait fallu. Il a eu tort de ne pas tirer avantage des grandes escadres. Au résultat, l'expérience a prouvé qu'il y avait fort à faire pour les deux types d'escadres, les massives comme les plus flexibles, mais Park ne tirait pas les bénéfices des plus grandes. En septembre qui suit, forte de 5 escadrilles, l'escadre d'Oxford se voit faire face à une formation de dorniers escortés par une dizaine de M110. Bader est parti avec ses 3 escadrilles de Hurricanes. Et je crois que ce fut la seule fois depuis Dunkerque que l'on employait la configuration d'attaque numéro 1, comme on l'appelait avant la guerre. À savoir que les formations sont parties à l'assaut d'une autre formation sans restriction aucune. C'est ainsi que nous avons regardé depuis le sol tous ces Hurricanes partir à l'attaque 3 par 3 et dégommer ces Henkels. George et les autres pilotes de Spitfire attendaient qu'il n'y ait plus que quelques bombardiers encore en l'air pour se joindre à la mêlée et attaquer l'escorte des Messerschmitt 110. 24 Spitfire contre 10 110, pour nous c'était le paradis. C'était rarissime de voir la Royal Air Force surpasser les Allemands sur le point de vue numérique. 60 de nos appareils contre 40 des leurs, dont 30 bombardiers. Si ça avait été plus souvent comme ça, on aurait gagné la guerre plus tôt. Mais les grandes formations n'étaient pas les seules causes de polémique. Les ouvrages tactiques de la RAF d'avant-guerre spécifiaient que les appareils devaient voler en formation serrée de 3 appareils dites VIC. Cette tactique fut employée en 1940. Elle laissait malgré tout les appareils anglais en infériorité numérique face à la formation flexible de 4 appareils de la Luftwaffe. Ils volaient disposés en éventail, 2 par 2, à bonne distance.
avec 2 appareils en couverture, des 2 autres qui volaient à 300 ou 400 mètres plus loin. Ils nous étaient supérieurs, bien sûr, dans notre formation VIC, qui avait probablement dû être inventée par un fonctionnaire du ministère de l'Air qui n'avait peut-être jamais volé de sa vie. Il avait eu l'idée qu'en volant en formation serrée de 3 appareils, vous aviez alors 24 canons pointés systématiquement sur un bombardier ennemi. Mais c'était une tactique stupide, et le fonctionnaire qui a eu cette brillante idée est probablement responsable de la mort de nombreux jeunes pilotes en 1940. Au cours de la nuit du 24 août, des bombes allemandes tombent sur Londres pour la première fois depuis 1918. La nuit suivante, les bombardiers anglais effectuent un raid de représailles sur Berlin. Au résultat, le 7 septembre, la Luftwaffe attaque avec une vigueur accrue son seul et unique objectif, le cœur de Londres. Ce qui diminue la pression exercée sur les bases aériennes et donne à l'état-major suffisamment de répit pour préparer davantage d'opérations sur l'Allemagne. En quelques semaines, la RAF réussit à porter un tel coup aux ressources et au moral allemand qu'entre le 15 et le 17 septembre, Hitler renonce indéfiniment à envahir l'Angleterre. En 1941, soulagée de la menace d'invasion, la RAF passe à l'offensive en introduisant une nouvelle forme d'attaque dite de la ruche. Avec un groupe de bombardiers servant d'appât, le commandement de la RAF tente d'attirer la Luftwaffe dans les filets d'une masse considérable de chasseurs britanniques. Lors d'un tel raid au-dessus de la France, en août 1941, Johnny Johnson volait comme ailier dans une formation de 4 appareils en compagnie de Cocky Dundas, Jeff West et Douglas Bader. Dans le combat qui s'ensuivit, Johnson détruisit un ME-109, mais ce fut le dernier vol effectué aux côtés du désormais légendaire Bader. Bader avait entraîné un grand nombre de jeunes pilotes qui acquirent grâce à ses facultés innées de leader une grande expertise du combat aérien. Il était audacieux et détestait les Allemands. Il avait une capacité incroyable à garder le recul nécessaire dans le feu du combat aérien et à maintenir ses hommes groupés, ou à les reformer pour poursuivre l'objectif une fois l'obstacle éliminé. Douglas inspirait les gens, et c'était un meneur d'hommes naturel. Douglas Bader avait dû s'éjecter de son Spitfire au-dessus de Saint-Omer. Sans l'appui de ses ailes, il est rapidement capturé et envoyé au fameux camp de détention de haute sécurité des pilotes alliés, le Stalag Luft 3. Alors que la guerre semblait s'éterniser, les avancées de la technologie de combat étaient à l'avantage soit d'un camp, soit de l'autre. En 1940, le Bf-109E était légèrement supérieur au Spitfire Mk1. Et en 1941, le Mk5 et le 109F se valaient plus ou moins. Ensuite est arrivé le Focke-Wulf 190, qui était de loin supérieur au Spit. En 1943, le Spitfire Mk9 est apparu. Il dominait toute la flotte aérienne allemande. D'année en année, la balle changeait de camp et en 1944, les Allemands ont créé le chasseur à réaction ME-262, et là, nous n'avions rien à leur opposer. Présenté en 1942, le Gustav 109G était reconnu comme étant la meilleure variante du redoutable Messerschmitt. Avec un moteur Daimler-Benz 605 amélioré, il était devenu l'appareil le plus fabriqué de tous. Mais l'étonnant développement du Spitfire lui a valu d'avoir été produit tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. Avec environ 20 modèles différents et des moteurs dont la puissance a doublé, il n'est pas surprenant d'apprendre que les pilotes avaient leurs favoris. J'ai volé sur la plupart des Spitfire jusqu'au Mark 24. Mais le Mark II était la machine parfaite. Ce n'était pas le meilleur chasseur, mais sa maniabilité était inégalable, vraiment. Sa puissance s'alliait parfaitement à son poids. C'était un très bel avion.
j'ai eu l'occasion de le piloter sous presque toutes ses versions. Dès le Mark I, nous avions fini la guerre avec un Mark XIV équipé du moteur Griffin. Mais le MK9 était le meilleur. Entre lui et moi, ça relevait presque de l'histoire d'amour. Bien manié, c'était un très bel avion. Il surpassait n'importe quel appareil allemand. Le Spitfire 9 était plus rapide et pouvait aller plus en altitude que les avions allemands. C'était vraiment un appareil hors pair. À l'instar du Gustav, le Mark IX est entré en service en 1942. Transformé à l'aide d'un moteur Merlin gonflé à 2 étages, il est devenu l'avion le plus largement utilisé, représentant presque le tiers de tous les Spitfire conçus avec un moteur de ce type. Hormis son nez légèrement différent, il ressemblait à s'y méprendre au Mk5. Les pilotes de Focke-Wulf 190 qui les confondaient pouvaient le payer de leur vie. Le MH434 est un authentique Mk4. Il représente le seul Spitfire existant qui n'a jamais été reconstruit. Véritable vétéran de la guerre, il a abattu 5 avions, dont 3 Focke-Wulf 190. Environ 50 ans après qu'il ait quitté l'usine de Castle Bromwich, Mark Hanna se souvient de son premier vol à bord du MH434. Une fois que je me suis habitué à l'appareil, j'ai vraiment ressenti que c'était un avion fantastique. De plus, la légende qui entoure les Spitfire est tout à fait vraie. C'est un avion sensationnel, d'une maniabilité très efficace. En 1942, la Grande-Bretagne n'était plus seule dans le conflit et lors du débarquement allié en mai, les Américains sont arrivés en force. En l'espace d'1 an, on comptait environ 100 000 pilotes américains en Grande-Bretagne. Le jour du débarquement, il a été multiplié par 5. 2 unités aériennes américaines étaient impliquées, la 8e et la 9e. En 1945, ils occupaient 180 terrains d'aviation dans le Royaume-Uni, la plupart d'entre eux situés dans la partie est de l'Angleterre. Leur nombre augmenta régulièrement. La 8e unité était à elle seule capable de déployer 3000 appareils lors d'opérations d'une seule journée. Elle est devenue connue sous le nom de Mighty Eighth. La 9e Air Force étant en charge du soutien des troupes au sol. Le rôle principal de la 8e Air Force était le bombardement stratégique de jour sur l'Europe occupée, en parallèle des opérations de nuit menées par les bombardiers de la Royal Air Force. La Mighty Eight était composée de 3 compagnies totalement autonomes. À leur apogée, elle se divisait en 15 groupes capables de fournir 41 escadrilles d'escorte aux bombardiers lourds américains. Les B-24 Liberator et les B-17 Flying Fortress. Bien que le récent B-24 avait un rayon d'action plus important et un armement en bombes à cru, c'est le plus ancien B-17 qui constituait la force majeure du contingent de bombardiers. La masse importante de la forteresse volante inspirait confiance à son équipage composé d'une dizaine d'hommes. C'était comme dans un rêve. Il était stable, il se comportait à merveille en vol. Comme en situation de combat. Il pouvait accuser de terribles coups, et pourtant vous aviez la certitude qu'il vous ramènerait à bon port. Le B-17 était un superbe appareil. Il pouvait encaisser presque sans limite. Le jour où nous avons été abattus, touchés en plein par 3 projectiles de 105 mm, le moteur intérieur droit a complètement été pulvérisé et l'intérieur gauche ne tournait qu'à la moitié de sa puissance. Alors que nous étions touchés au flanc et à la queue, nous avons quand même réussi à franchir plus de 700 km. Alors que les opérations de jour menées par les B-17 augmentent d'intensité, les bombardiers lourds de la RAF multiplient eux aussi leur activité nocturne. Le plus populaire et efficace de ces bombardiers anglais était le Avro Lancaster. Dérivé du bombardier Manchester bimoteur, sa conception relève en quelque sorte du hasard.
En apprenant qu'un stock important de moteurs Merlin était disponible, le chef ingénieur de Avro rallongea les ailes de ses appareils et en fit des quadrimoteurs. Le premier Lancaster fit son vol d'essai le 31 octobre 1941. Ses performances étaient absolument formidables. Sa vitesse maximale atteignait les 460 km/h. Il détenait également le record de capacité d'emport de charge de tous les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. C'était le seul appareil à pouvoir embarquer la fameuse bombe Grand Slam de 9980 kg. Au moment où le dernier Lancaster sortait des chaînes de montage, près de 7500 exemplaires avaient été produits. Durant les premiers jours de la campagne de bombardement américain, on pensait que la combinaison de la puissance de feu d'une formation de B-17 suffirait à parer les attaques de la Luftwaffe. Mais jour après jour, le renforcement des positions allemandes causait de lourdes pertes. Si on retrouvait souvent des Spitfire en escorte des forteresses volantes, les avions les plus souvent utilisés restaient les P-47 Thunderbolt et les P-38 Lightning du 8e Air Force. Duxford, l'ancienne base ayant accueilli les Thunderbolt de la 78e compagnie du 8e Air Force, est maintenant devenue un musée. Stephen Gray nous parle des qualités de cet appareil. C'était un avion formidable. Il était très agile dans tous les axes, très maniable en général. Il ne valait mieux pas se retrouver face à lui à basse altitude, mais il était principalement utilisé à haute altitude. Avec son Pratt & Whitney en étoile, le Thunderbolt était le premier chasseur américain de plus de 2000 chevaux et s'avérait particulièrement fiable. Comme le B-17, il était capable de subir de nombreux tirs. Mais avec la plus grosse cylindrée jamais produite, il avait tendance à intimider les pilotes au premier abord. La première fois que j'ai vu un P-47, j'étais encore cadet, en phase finale de formation. J'avais quelques heures de vol et on m'a dit « Voici un P-47 ». J'étais nez à nez avec ce monstre et je me suis dit que je ne mettrais jamais les pieds dans ce piège. Je ne voulais pas me retrouver aux commandes d'un engin aussi imposant. Je voulais plutôt un Mustang, un Air Cobra, un King Cobra ou même un Lightning. Je suis allé à Bâton Rouge et j'ai été affecté à un Thunderbolt. Et voilà. Mais j'en suis très vite tombé amoureux. C'était un appareil fabuleux. Vu de l'extérieur, il faisait peur, mais il était formidable. Aux côtés des P-47 du Mighty 8, on trouvait les fabuleux Lightning. Le premier avion de combat produit par le fabricant californien Lockheed. Le P-38 présentait un bon nombre d'innovations. Dans son cahier des charges, l'US Army demandait un appareil capable d'atteindre 670 km/h. C'était le premier monoplace bimoteur. Le premier à être construit entièrement en métal est le premier avion à double queue en configuration tricycle. En janvier 1939, le prototype écrasait le record de traversée des États-Unis, mettant un terme aux critiques qui le jugeaient trop fragile pour un avion de chasse. Il ne faisait pas l'unanimité. La Royal Air Force ne l'aimait pas beaucoup et ne l'a jamais mis en service pour des raisons assez obscures d'ailleurs. Mais il s'est rapidement révélé très efficace, aussi bien sur le théâtre européen, méditerranéen et pacifique. Je n'ai pas énormément volé à son bord, mais je crois pouvoir vous certifier que c'est un excellent appareil. Il a un avantage unique, c'est que même avec un moteur en moins, il peut vous ramener à la base. Équipé d'un canon de 20 mm et de 4 mitrailleuses Browning montées dans le nez, les premiers exploits du P-38 ne se firent pas attendre. Les Allemands l'appelaient « le diable à queue fourchue ». Doté d'un seul canon hispano et de 4 mitrailleuses Browning disposées dans le nez de l'appareil, un P-38 Lightning abattit un Focke-Wulf 200 quelques minutes seulement après l'entrée en guerre des États-Unis.
Les Allemands allaient le baptiser le démon à queue fourchue. Le premier as du P-38 Lightning fut l'intrépide Jack Ilfrey, surnommé Happy Jack. Avec un total de 8 appareils ennemis détruits en mission, Jack avait été mobilisé puis réengagé pour totaliser 528 heures de combat en 142 missions. Lors d'un combat aérien au-dessus de Berlin, il abattit 2 ME-109. Bien que l'un des deux appareils percutât son P-38 et lui arracha 1 mètre de son aile droite, Jack fut capable de ramener son appareil en Angleterre. Sur un total de 10 000 P-38 construits, cet appareil peint aux couleurs de Jack et qui figure dans la Fighters Collection est le plus ancien des 6 derniers P-38 à pouvoir encore voler. Au cours de son premier tour de service, Jack a participé au débarquement en Afrique du Nord, où les armées du renard du désert, comme on surnommait le maréchal Rommel, subissaient les assauts redoutables d'un autre appareil américain, le Curtiss P-40 Kitty Hawk. Le plus récent des chasseurs Curtiss à être utilisé par la RAF, le Kitty Hawk est largement sous-estimé par les historiens. Je pense que la raison principale pour cela était la qualité de son moteur, comparable à celui des premiers Spitfire. Si on avait dû combattre exclusivement avec des Spitfire pendant toute la durée de la guerre, cet avion n'aurait peut-être pas eu la réputation qu'il a aujourd'hui. Mais le Kitty Hawk n'a jamais eu d'autre moteur que celui des origines, à la seule exception du modèle F, qui avait été doté d'un moteur Merlin. Si on l'avait doté d'un moteur comme celui du Mustang ou du Spitfire Mark IX, ça aurait été un avion insurpassable. Il a de superbes ailerons et il est extraordinaire en situation de combat. Il était armé de façon efficace et jouissait d'une conception avancée et d'une construction robuste. Très efficace, il était très populaire auprès des combattants en Afrique du Nord et cet appareil supportait des conditions très rigoureuses. Lors de la guerre du Pacifique, les Américains s'étaient équipés d'une gamme très vaste d'appareils de plus ou moins grande importance, du Grumman F-6 L4 au puissant Chancevaux Corsair. Sa taille et sa puissance ont fait du F-6F un excellent appareil offensif et son blindage lui permettait de supporter les coups qu'on lui portait et ce mieux que ne pouvaient le faire ses assaillants japonais. L'intervention des Hellcats en été 1943 fut décisive dans le renversement de la supériorité aérienne dans le Pacifique. Le prétendument invincible Zéro japonais ne régnait plus en maître des cieux. Premier avion à dépasser les 600 km/h, le F-4U Corsair était plus rapide que le Hellcat. Mark Hanna établit une comparaison entre le Corsair et le Zéro. Le Zéro était léger, très manœuvrable, presque applicable aux acrobaties aériennes. Sa puissance était de 1000 chevaux. Il était très manœuvrable, mais au final assez lent. Avec le Corsair, vous aviez un moteur très puissant pour l'époque, doté de la plus grande hélice disposée sur un monomoteur. Il était blindé, sa capacité en carburant était très grande. Il était rapide, mais moins manœuvrable. En combat aérien, les Corsaires ne tenaient pas face aux Zéros dans les virages et en poursuite. Ils évitaient donc soigneusement ces manœuvres. Ils étaient plus efficaces en attaque à grande vitesse. Ils prenaient de l'altitude pour descendre à pleine vitesse sur leurs adversaires et remontaient ensuite, ce qui leur conférait un avantage certain sur les Zéros, qui étaient trop lents pour répliquer. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de virer pour affronter les Corsaires face à face en les voyant arriver. Le Corsair pouvait également sortir d'un duel aérien sans difficulté pour retourner au bercail. Et je dois dire que lorsque vous vous trouvez aux commandes d'un Corsair, vous vous sentez maître d'un appareil très puissant. Mais ce fut le Thunderbolt qui fut l'avion américain construit en plus grand nombre d'exemplaires.
Comme le Spitfire, il connut plusieurs versions et chaque pilote avait son modèle de prédilection. Fred Christensen, qui volait sur des P-47 avec la 56e escadre, a homologué 22 appareils ennemis abattus. Je pouvais sortir d'un virage mieux que n'importe quel chasseur allemand. Mon D-10 était remarquable. Je le préférais au D-25 qui était plus lourd et qui était équipé de nombreux accessoires automatiques, qui, je pense, étaient inutiles pour le pilote. Pour chaque kilo de charge utile que vous rajoutiez, il aurait fallu prévoir de les compenser avec 100 chevaux supplémentaires. La force brute du Thunderbolt rend l'appareil idéal pour les missions d'attaque au sol. C'était quelque chose. J'étais ailier lors d'une mission au-dessus de la petite base de Gelsenhausen. On a vraiment mis le paquet sur cette base. On l'a complètement détruite. Je pense que j'ai démoli 4 appareils et sérieusement endommagé plusieurs autres. Quand on a fini, les autres sont arrivés pour la relève. Nous avons grimpé en altitude pour laisser le tir clair. Il ne restait plus grand-chose debout. On pouvait voir s'élever un nuage noir. On avait mis l'endroit en pièces. C'était une journée vraiment bien remplie. La plupart des bases aériennes allemandes étant défendues par des batteries de canons anti-aériens, la règle d'or pour les pilotes était de ne surtout pas revenir faire un passage. Lors d'une attaque sur un terrain de décollage à l'est de Bruxelles, Charles volait aux côtés de son chef d'escadrille, Bob Campbell. Nous avons effectué un passage au-dessus de cet aérodrome le long de la piste, à tirer sur tout ce que l'on pouvait atteindre. Après ce passage, il a voulu revenir, ce qui était formellement exclu. Je ne sais pas pourquoi il a voulu faire ça, mais c'est ce qu'il a fait, il est repassé. Et moi, j'ai été contraint à le suivre. Nous sommes repassés et il a été touché, et il a heurté la piste et a explosé sous mes yeux. J'ai traversé les flammes de son appareil. Arrivé à l'autre bout de la piste, j'ai redressé et j'ai regardé en bas. Il y avait une église et un cimetière. Je me souviens de l'ironie terrible de ce que j'ai vu en bas. Une bien funeste journée. À la fin du conflit, le groupe d'attaque 56 allait totaliser le plus de missions réussies en Europe, avec plus de 1000 appareils ennemis détruits à son actif. Fred Christensen était un pilote méticuleux, allant jusqu'à vérifier chacune des balles devant être tirées depuis son appareil. Après avoir abattu 5 avions ennemis, il reçut la permission express de réduire la portée de ses canons pour approcher l'ennemi de plus près, une manœuvre particulièrement hardie. C'est évident que si vous vous approchez de trop près, des débris de l'autre appareil peuvent venir percuter votre hélice, vous déséquilibrer et vous descendre. Gabreski faisait comme ça. Il plongeait sur sa cible, on voyait les débris voler partout. Je lui ai dit une fois qu'il allait se flanquer en l'air. Mais Fred lui-même est titulaire d'un record au sein de la 8e Air Force. Il a abattu à lui seul 6 avions ennemis en moins de 2 minutes. Nous escortions les bombardiers jusqu'à quelques kilomètres de Berlin. Et en nous éloignant d'eux, nous avons regardé en contrebas, par habitude, car nous ne rentrions jamais sans avoir vidé nos munitions. Et juste en dessous de nous, volaient des Junkers GU-52 rentrant vers un terrain à 80 km de Berlin. J'ai gardé la moitié de mes hommes avec moi en couverture et on a descendu 4 appareils. Sur 12 avions, on en a abattu 10. Lors d'une autre mission, Fred décida de s'en prendre à 48 Focke-Wulf avec seulement 4 Thunderbolt. À l'âge que j'ai atteint aujourd'hui, je repense à quel point j'étais idiot d'entreprendre pareille folie. Mais quand j'ai réussi à battre ma cible, et je suis certain que vous avez dû en voir les images dans des documentaires, Focke-Wulf qui se désintègre complètement. Je suis passé à travers toute cette ferraille, et on ne voyait plus mes cocardes tellement il m'avait aspergé d'huile et de suie.
Mais à la fin de la bataille, les Américains ont abattu 6 appareils ennemis sans subir aucune perte. À mesure de la progression de la campagne de raid de jour, les bombardiers de la 8e étaient envoyés pour frapper à chaque fois plus loin au cœur du territoire allemand. On envoyait ordinairement les nouveaux équipages se faire les dents, pour ainsi dire, sur des objectifs de logistique ennemie. Et ma première mission dans ce sens fut d'aller détruire une raffinerie à Durban, environ à 90 km au sud-ouest de Berlin. 9 des 36 forteresses du groupe allaient être abattues, pendant que le B-17 de Rey était attaqué par un 109 acharné qui détruit le compartiment radio. Lors de sa première et dernière mission, le canonnier de flanc droit perdit son bras et 2 autres membres d'équipage furent sévèrement touchés. Malgré tout, le B-17 rentrera à sa base. À notre arrivée à la base, les mécaniciens et les techniciens chargés de remplacer les parties criblées de balles de notre appareil m'ont raconté avoir colmaté 480 trous de projectiles dans le fuselage de notre appareil. En automne 1943, surviennent les raids de Regensburg et Schweinfurt qui sont demeurés de sinistre mémoire. Arrivés bien au-delà du rayon d'action des chasseurs les accompagnant d'ordinaire, les bombardiers sans escorte rencontrent le feu de la Luftwaffe à l'aller comme au retour. 60 B-17 sont perdus à cette terrible occasion le 17 août. Près d'un mois plus tard, 60 autres appareils ne rentrent pas à la base au terme d'un second raid aux résultats néfastes pour les Allemands. Les noms de Regensburg et Schweinfurt resteront gravés dans les mémoires en lettres noires. Je me souviens les avoir rencontrés à la suite du raid sur Schweinfurt. Une formation majestueuse en lambeaux qui se battait pour rester en l'air et surtout en vie jusqu'à sa base, parmi les forteresses écrasées au sol, les membres d'équipage quittant leurs appareils en flammes. Je crois me rappeler qu'ils ont perdu 20% de leurs appareils à la suite de cette mission-là. Toujours sans escorte, les bombardiers américains étaient à la complète merci des essaims de Focke-Wulf et de Messerschmitt. Les pertes en hommes et en matériel étaient considérables. Mais à la fin de l'année 1943, on introduisit l'avion qui allait renverser radicalement le cours des choses, le nord-américain P-51B Mustang. Propulsé par le moteur Rolls-Royce Merlin 61, il était supérieur en puissance à ceux des ME-109G et ce à n'importe quelle altitude. Au-dessus de 28 000 pieds, il volait à 110 km/h de plus que les FW-190. En plongée, il était plus résistant et fiable que les Focke-Wulf et les Messerschmitt. Mais de façon plus étonnante encore, il était capable d'aller accomplir ses exploits au-dessus de Berlin grâce à une autonomie accrue qui lui permettait de faire l'aller-retour sans peine. Lorsque Göring aperçut le Mustang au-dessus de Berlin, il aurait dit « La guerre est perdue pour nous » et ce fut prouvé par la suite. C'est un soulagement intense qui accueille l'arrivée du P-51 Mustang. À mesure que de nouveaux Mustangs arrivent par centaines des chaînes d'assemblage, c'est l'avion ennemi qui semble se flétrir, les bombardiers ne survivant pas aux assauts de l'appareil américain. Avec sa vitesse de pointe de 711 km/h, le Mustang permet à ses pilotes d'élaborer des stratégies efficaces contre des chasseurs allemands plus lourds. En combat, les Messerschmitt et les Focke-Wulf ne parvenaient pas à faire des virages très serrés. Et lorsqu'ils se lançaient contre un bombardier, ils avaient aussitôt du mal à semer les Mustangs qui leur tombaient dessus. Ça rappelait les corsaires et comment ils fondaient sur la cible avec leurs attaques fulgurantes avant de prendre de l'altitude et d'attendre la frappe suivante. Avant peu, le Mustang avait remporté la maîtrise des airs au-dessus du territoire allemand et ce, presque sans appui. Avec une opposition en baisse de la part des chasseurs ennemis, les bombardements au-dessus de l'Allemagne prennent un tour colossal. Parfois, c'est la 8e Air Force tout entière qui se voyait mobilisée pour une sortie.
Il y eut en effet de nombreuses occasions de voir la 8e au grand complet pour une même mission. Et je crois ne pas me tromper en affirmant qu'avec les appareils des 3 divisions, on aurait pu aligner les bombardiers les uns derrière les autres sur une distance de 80 km. Je parle de l'addition de la longueur totale, du nez à la queue des appareils. Pendant votre sortie, juste au moment où vous étiez prêt à larguer votre cargaison et qu'il n'y avait pas de moyen de quitter la trajectoire, vous voyez un véritable mur de DCA se dresser contre vous. À vous de passer au travers comme vous pouviez. C'était le moment le plus terrifiant de la mission. Si vous restiez dans l'obscurité, tout allait bien. Si vous voyez du rouge, c'est que vous n'alliez pas tarder à rencontrer des problèmes. Jim Cole était canonnier dans la tourelle sous la queue du B-17 surnommé l'œuf pourri au sein de la 390e escadrille qui perdit 8 appareils au-dessus de Düsseldorf. On regardait au dehors, là où 4 ou 5 escadrilles sont passées, peut-être à des altitudes différentes. Et les Allemands avaient développé un système de calcul du point de largage. Même s'il s'agissait de 2 escadrilles différentes, ils établissaient une visée. Et si vous étiez coincé dans le secteur, il fallait juste espérer ne plus se trouver dans la fenêtre de tir quand ils étaient prêts à faire feu. Et je me souviens que ce soir-là, après avoir largué nos bombes, un de nos appareils fut touché et nous nous sommes pris ces débris en même temps que les tirs de DCA. Et ça nous a complètement achevés. Comme le dit Pierre Klosterman, c'est totalement imprévisible. Dans un combat aérien, en près de 20 secondes, vous arrivez à cerner le type de pilote que vous avez pour adversaire et à évaluer vos chances de le battre. Mais avec la DCA, vous êtes tranquillement assis dans votre appareil et tout fonctionne. La seconde d'après, vous êtes dans les problèmes jusqu'au cou. La Luftwaffe se montre de plus en plus réticente à aller se frotter aux importants déploiements des forces aériennes alliées, confortant les pilotes dans l'idée qu'ils ont parfaitement mené leur plan de destruction systématique des ressources ennemies. Fred a fait de nombreuses fois partie de l'escorte des bombardiers ayant pris pour cible les villes de Schweinfurt, Brême et Cologne. J'avais visité l'Europe en 1935 et que durant mon séjour, j'avais pu admirer le vieux continent dans toute sa splendeur esthétique. Et ça m'a simplement bouleversé de voir une beauté comme la ville de Cologne réduite en cendres. Le 6 juin 1944, la 144e escadre canadienne, sous le commandement de Johnny Johnson, effectue 4 missions de couverture des plages normandes. 48 heures plus tard, à Sainte-Croix-sur-Mer, ils entrent dans l'histoire de l'aviation de guerre en étant les premiers Spitfire à atterrir sur le sol français. Le Spitfire Mark IX, immatriculé ML417, faisait partie du nombre. Dans un verger près du village, les Français accueillent les pilotes anglais avec des fleurs, des fruits et du vin. En quelques semaines, la 7e armée allemande est entraînée dans un piège meurtrier qu'aucun des témoins ne pourra oublier. Les Américains ont commencé à se disperser en août et la 7e armée allemande était coincée à Falaise. La puissance tactique alliée est intervenue et les Spitfire et les Typhoon ont décimé toute une armée. La bataille de Normandie a été remportée par les forces aériennes tactiques et non pas par l'armée. Tout comme l'opération Tempête du désert a été conclue par les forces aériennes tactiques et non par l'armée. Pour les Allemands, les circonstances de Falaise étaient tragiques. 60 000 soldats furent capturés ou tués. 2000 tanks et canons furent détruits. Depuis le débarquement, les pertes allemandes ont atteint des proportions astronomiques, avec plus de 600 000 victimes.
Entre le 6 juin et la fin août, les forces alliées effectuent 500 000 sorties, permettant à plus de 2 millions de soldats de débarquer en Europe. Paris est libéré le 25 août et les alliés poursuivent leur avancée vers le Rhin. Mais le 17 septembre, le désastre survient lors d'une opération au-dessus de Arnhem. Pour la 56e escadre, il s'agira du jour le plus terrible du conflit. Alors que l'escadre a été chargée de l'élimination des batteries de DCA, 39 Thunderbolts sont abattus. 8 des pilotes tombent en territoire allié, parmi lesquels Charles Rotzler. Mes ailes étaient criblées de trous, mes volets aussi, ainsi que le fuselage. Et je m'en suis tiré jusqu'au moment où le cylindre situé sous l'appareil a pris une volée, ce qui a immédiatement neutralisé mon moteur. Ce jour-là, notre escadrille a perdu 16 appareils. Et je pense que parmi eux, on n'en a jamais revu 5 ou 6. Nous avions été très durement touchés. C'était une période très difficile. Mais pour les chasseurs et les bombardiers, il y avait aussi des moments plus légers. Une de nos blagues préférées était de monter très haut, au-dessus d'un bombardier que l'on choisissait, par exemple un avion qui effectuait la liaison d'une base à l'autre, et on restait sous le couvert des nuages, avant de piquer derrière eux et de redresser subitement devant eux. Et cela créait un déplacement d'air, tel que ça les faisait tomber de leur siège. Et je me souviens de leur tête. Un jour, que je volais très près de l'un d'eux, ils me montraient le poing et ils m'envoyaient même des trucs par les hublots. On faisait aussi tout le temps des défis. Un petit appareil venait se placer près d'un grand et faisait une acrobatie, mettant l'autre défi d'en faire autant. Quand on ne pouvait pas, on coupait un moteur et par radio, on demandait au monomoteur d'en faire autant. On s'amusait pas mal avec les chasseurs. Rapidement, les Alliés gagnent le contrôle des cieux de l'Europe occupée. La défaite des nazis est inexorable. L'avancée de 8 mois des Alliés lancée vers Berlin est malheureusement ponctuée de la mort de nombreux pilotes. But it was a great experience, trekking through Europe, buccaneering, nomadic sort of life in your tents, marvelous chaps with you, all your own ground crew, all together, one big team, and finishing the job off. Marvelous experience. Most marvelous experience I've ever had. La Seconde Guerre mondiale demeure toujours un souvenir vivace pour ceux qui l'ont vécu. Mais l'ère des chasseurs à hélice est désormais révolue. Quelles sont alors les raisons qui poussent des passionnés à conserver aux dernières machines existant encore leur splendeur de jadis? Ce qui me motive, c'est le désir de posséder un tel appareil pour voler à son bord et me trouver au contact tangible d'un tel appareil. C'est très simple et c'est presque obsessionnel, une passion que je partage avec mon père. Et la seule façon pour nous d'augmenter notre collection est de voler autant que nous voulons, en tout cas 50 heures de vol par appareil que nous possédons, et tout simplement d'en faire notre travail, en volant en exhibition, pour des films et tout autre événement auquel nous avons l'occasion de participer. Certains estiment que le fait de collectionner des appareils de la Seconde Guerre mondiale contribue à faire l'apologie de la guerre en général. En fait, ces avions sont le symbole des derniers sursauts des combats d'homme à homme, par contraste avec les conflits d'aujourd'hui où on se contente d'appuyer sur un bouton pour faire partir un missile. C'était l'une de leurs caractéristiques. Mais pour moi, l'attrait de ces appareils réside dans le fait que c'étaient là les derniers spécimens d'une technologie très élaborée à l'époque et aujourd'hui totalement disparue. Je tiens toujours à souligner que les hommes qui pilotaient ces appareils sont de véritables héros, dont on ne chante plus les louanges aujourd'hui, mais sans lesquels nous ne serions pas là. C'est la moindre des choses que de leur adresser un remerciement et de les faire sortir de l'ombre, ne serait-ce qu'un instant. J'ai fini la guerre à un endroit nommé Celle, tout près de Belsen.
Nous ignorions ce qu'était Belsen avant que les odeurs nous parviennent. Nous étions à 5 km et nous sentions les odeurs d'aussi loin. Les docteurs sont un jour venus nous dire qu'on envoyait tous les Juifs à la mort. Et ils nous ont fait transporter tout le matériel médical dont on disposait. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de toute l'horreur du régime nazi. Nous étions donc plus qu'heureux d'avoir pris part au démantèlement de cette dictature. J'avais 19 ans. Cela semble s'être passé il y a si longtemps. On oublie facilement les mauvais souvenirs. On ne retient que les bons. Les escadrilles s'envolaient dans un bruit de tonnerre, emportant leurs pilotes et leurs charges mortelles vers des faits d'armes qui résonnent encore dans leur mémoire. Les gens les regardaient partir et les accompagnaient par la pensée et les prières. Et c'était toujours un poids terrible sur le cœur lorsqu'on attendait leur retour, d'apprendre qu'ils n'étaient pas revenus de leur mission. Ils étaient si nombreux et si jeunes, trop jeunes pour les voir ainsi disparaître à jamais. Mais ils vivent encore dans les cœurs de certains d'entre nous, pour toujours. Sud de l'Angleterre, les combats tournoyants faisaient rage dans la confusion la plus totale.
Habituellement, une fois le combat engagé, vous abattez votre adversaire et ensuite vous dégagez pour éviter de vous faire abattre. Mais dans cette bataille, il était rare de finir contre l'ennemi face auquel vous aviez commencé, à moins que vous ne le touchiez sévèrement dès le début, ce qui laissait peu de chance aux pilotes parce que ces pauvres gars étaient assis sur le réservoir d'essence. Si les Bf-109 étaient supérieurs aux Hurricane face aux Spitfire, le combat n'était certes pas gagné d'avance. Le plus souvent possible, les Hurricanes se lançaient à l'attaque des bombardiers pendant que les Spitfire s'occupaient de leur escorte de chasseurs. Lors de la plupart des engagements, les Spitfire avaient l'avantage sur les Bf-109. Les Messerschmitt devaient descendre pour défendre leurs bombardiers. C'était leur seule option. Une fois à notre hauteur, on avait l'avantage grâce à notre maniabilité. Les pilotes de Bf-109 tentaient d'échapper aux Spitfire en piquant vers le sol. Ils retrouvaient alors l'avantage grâce à leur moteur à injection face aux Merlins dont l'alimentation ne suivait pas. Cet élément mis à part, les pilotes de Bf-109 ne faisaient pas le poids face aux Spitfire, quelle que soit la configuration du combat. Et ils en avaient conscience. Dès qu'ils avaient un Spitfire dans leurs 6 heures, ils piquaient et ils fichaient le camp. Mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Aux commandes de son Spitfire immatriculé P9546, George Unwin est abattu par un bombardier allemand. J'ai toujours eu honte de cet épisode. J'allais attaquer un dornier isolé au-dessus de l'Essex. J'étais concentré sur ma cible. Et tout à coup, j'ai vu un trou dans ma verrière, un trou assez gros au bord bien net. Et mon moteur a commencé à fumer. Je n'arrivais pas à me dire si j'étais mort ou blessé ou quoi que ce soit. Je voyais ce trou devant moi. Mais la balle avait été arrêtée par le verre par balle et avait fini tout simplement à mes pieds. Et oui, à mes pieds. George réussit à se poser dans un champ près de North Weald et se retrouve à nez avec les baïonnettes des soldats anglais. À une autre occasion, volant à 20 000 pieds, il aperçut une escadrille ennemie volant en contrebas. Il l'observa longuement, attendant en retrait, espérant apercevoir un bombardier en maraude. Ce que j'avais oublié, la Luftwaffe se montre de plus en plus réticente à aller se frotter aux importants déploiements des forces aériennes alliées, confortant les pilotes dans l'idée qu'ils ont parfaitement mené leur plan de destruction systématique des ressources ennemies. Fred a fait de nombreuses fois partie de l'escorte des bombardiers, ayant pris pour cible les villes de Schweinfurt, Brême et Cologne. J'avais visité l'Europe en 1935 et que durant mon séjour, j'avais pu admirer le vieux continent dans toute sa splendeur esthétique. Et ça m'a simplement bouleversé de voir une beauté comme la ville de Cologne réduite en cendres. Le 6 juin 1944, la 144e escadre canadienne, sous le commandement de Johnny Johnson, effectue 4 missions de couverture des plages normandes. 48 heures plus tard, à Sainte-Croix-sur-Mer, ils entrent dans l'histoire de l'aviation de guerre en étant les premiers Spitfire à atterrir sur le sol français. Le Spitfire Mark IX, immatriculé ML417, faisait partie du nombre. Dans un verger près du village, les Français accueillent les pilotes anglais avec des fleurs, des fruits et du vin. En quelques semaines, la 7e armée allemande est entraînée dans un piège meurtrier qu'aucun des témoins ne pourra oublier. Les Américains ont commencé à se disperser en août et la 7e armée allemande était coincée à Falaise. La puissance tactique alliée est intervenue et les Spitfire et les Typhoon ont décimé toute une armée. La bataille de Normandie a été remportée par les forces aériennes tactiques et non pas par l'armée. Tout comme l'opération Tempête du désert a été conclue par les forces aériennes tactiques et non par l'armée. Pour les Allemands, les circonstances de Falaise étaient tragiques. 60 000 soldats furent capturés ou tués. 2000 tanks et canons furent détruits.
Depuis le débarquement, les pertes allemandes ont atteint des proportions astronomiques, avec plus de 600 000 victimes. Entre le 6 juin et la fin août, les forces alliées effectuent 500 000 sorties, permettant à plus de 2 millions de soldats de débarquer en Europe. Paris est libéré le 25 août et les alliés poursuivent leur avancée vers le Rhin. Mais le 17 septembre, le désastre survient lors d'une opération au-dessus de Arnhem. Pour la 56e escadre, il s'agira du jour le plus terrible du conflit. Alors que l'escadre a été chargée de l'élimination des batteries de DCA, 39 Thunderbolts sont abattus. 8 des pilotes tombent en territoire allié, parmi lesquels Charles Rotzler. Mes ailes étaient criblées de trous, mais Merlin. Et bien que leur fuselage était différent, ils étaient équipés des mêmes mitrailleuses, 8 Browning 303 montées dans les ailes. George Unwin allait devenir l'un des as de la Royal Air Force durant la bataille d'Angleterre. le Spitfire était un excellent appareil. Il disposait d'une force de frappe considérable grâce à ses 8 mitrailleuses. Mais il n'était pas aussi efficace qu'un Hurricane, dont l'implantation des canons était plus compacte. C'est grâce à cela que cet appareil était si performant face aux bombardiers ennemis. C'était sa grande spécialité, les bombardiers passaient un sale quart d'heure face à lui. C'était un appareil très robuste, mais aussi très lent. Lors de la bataille d'Angleterre, on pouvait compter près de 3 fois plus de Hurricanes que de Spitfire. Mais l'élégance de ce dernier allait devenir le symbole de toute une nation. Il avait été conçu pour vaincre et ses performances dépassaient presque l'entendement. Le premier groupe à être doté de cet appareil était la 19e escadrille, basée à Duxford. Le premier vol aux commandes du Spitfire allait réserver des surprises aux pilotes accoutumés aux performances poussives des biplans comme le Gloucester Gauntlet. C'était l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Mais on s'est beaucoup amusé. C'était un vrai défi à relever parce que nous étions parmi les premiers à voler à bord. On n'avait que peu d'informations sur ces performances. Il y avait un bout de papier indiquant la vitesse de croisière, de décrochage et de vol plané. Et c'était tout. On avait également la vitesse maximum volet-sortie et la charge utile. Et il fallait faire avec. Johnny Johnson, le pilote le plus titré du Royaume-Uni et du Commonwealth durant toute la Seconde Guerre mondiale, avait été impressionné par le Spitfire. Il garde un souvenir impérissable de son premier vol à ses commandes. Il était très impressionnant, plus long et plus élancé que tous les appareils que j'avais vus jusqu'alors. Il ressemblait un peu à une voiture de course si on le comparait à une voiture familiale. Il n'existait pas de modèle double commande. On vous montrait juste comment fonctionnait l'avion et c'était à vous de jouer. Les 2 ou 3 premières fois que j'ai volé à son bord, je n'avais qu'une seule idée en tête, le ramener entier. Mais petit à petit, les choses se sont améliorées. 6 semaines après le premier vol du Hurricane, ce qui allait devenir le plus redoutable chasseur allemand faisait ses essais en vol. Le Messerschmitt Bf-109. Il fut construit à plus de 3000 exemplaires. J'avais 19 ans. Cela semble s'être passé il y a si longtemps. On oublie facilement les mauvais souvenirs. On ne retient que les bons. Les escadrilles s'envolaient dans un bruit de tonnerre, emportant leurs pilotes et leurs charges mortelles vers des faits d'armes qui résonnent encore dans leur mémoire. Les gens les regardaient partir et les accompagnaient par la pensée et les prières. Et c'était toujours un poids terrible sur le cœur lorsqu'on attendait leur retour, d'apprendre qu'ils n'étaient pas revenus de leur mission. Ils étaient si nombreux et si jeunes, trop jeunes pour les voir ainsi disparaître à jamais. Mais ils vivent encore dans les cœurs de certains d'entre nous, pour toujours.
du Grumman F-6 Hellcat au puissant Chanceboat Corsair. Sa taille et sa puissance ont fait du F-6F un excellent appareil offensif et son blindage lui permettait de supporter les coups qu'on lui portait, et ce mieux que ne pouvaient le faire ses assaillants japonais. L'intervention des Hellcats en été 1943 fut décisive dans le renversement de la supériorité aérienne dans le Pacifique. Le prétendument invincible Zéro japonais ne régnait plus en maître des cieux. Premier avion à dépasser les 600 km/h, le F-4U Corsair était plus rapide que le Hellcat. Mark Hanna établit une comparaison entre le Corsair et le Zéro. Le Zéro était léger, très manœuvrable, presque applicable aux acrobaties aériennes. Sa puissance était de 1000 chevaux. Il était très manœuvrable, mais au final assez lent. Avec le Corsair, vous aviez un moteur très puissant pour l'époque, doté de la plus grande hélice disposée sur un monomoteur. Il était blindé, sa capacité en carburant était très grande. Il était rapide, mais moins manœuvrable. En combat aérien, les Corsaires ne tenaient pas face aux Zéros dans les virages et en poursuite. Ils évitaient donc soigneusement ces manœuvres. Ils étaient plus efficaces en attaque à grande vitesse. Ils prenaient de l'altitude pour descendre à pleine vitesse sur leurs adversaires et remontaient ensuite, ce qui leur conférait un avantage certain sur les Zéros, qui étaient trop lents pour répliquer. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de virer pour affronter les Corsaires face à face en les voyant arriver. Le Corsair pouvait également sortir d'un duel aérien sans difficulté pour retourner au bercail. Et je dois dire que lorsque vous vous trouvez aux commandes d'un Corsair, vous vous sentez maître d'un appareil très puissant. Mais ce fut le Thunderbolt qui fut l'avion américain construit en plus grand nombre d'exemplaires. Comme le Spitfire, il connut plusieurs versions et chaque pilote avait son modèle de prédilection. Fred Christensen, qui volait sur des P-47 avec la 56e escadre, a homologué 22 appareils ennemis abattus. Je pouvais sortir d'un virage mieux que n'importe quel chasseur allemand. Mon D-10 était remarquable. Je le préférais au D-25 qui était plus lourd et qui était équipé de nombreux accessoires automatiques. Virage mieux que n'importe quel chasseur allemand. Mon D-10 était remarquable. Je le préférais au D-25 qui était plus lourd et qui était équipé de nombreux accessoires automatiques, qui, je pense, était inutile pour le pilote. Pour chaque kilo de charge utile que vous rajoutiez, il aurait fallu prévoir de les compenser avec 100 chevaux supplémentaires. La force brute du Thunderbolt rend l'appareil idéal pour les missions d'attaque au sol. C'était quelque chose. J'étais ailier lors d'une mission au-dessus de la petite base de Gelsenhausen. On a vraiment mis le paquet sur cette base. On l'a complètement détruite. Je pense que j'ai démoli 4 appareils et sérieusement endommagé plusieurs autres. Quand on a fini, les autres sont arrivés pour la relève. Nous avons grimpé en altitude pour laisser le tir clair. Il ne restait plus grand-chose debout. On pouvait voir s'élever un nuage noir. On avait mis l'endroit en pièces. C'était une journée vraiment bien remplie. La plupart des bases aériennes allemandes étant défendues par des batteries de canons anti-aériens, la règle d'or pour les pilotes était de ne surtout pas revenir faire un passage. Lors d'une attaque sur un terrain de décollage à l'est de Bruxelles, Charles volait aux côtés de son chef d'escadrille, Bob Campbell. Nous avons effectué un passage au-dessus de cet aérodrome le long de la piste, à tirer sur tout ce que l'on pouvait atteindre. Après ce passage, il a voulu revenir, ce qui était formellement exclu. Je ne sais pas pourquoi il a voulu faire ça.
Mais c'est ce qu'il a fait, il est repassé. Et moi, j'ai été contraint à le suivre. Nous sommes repassés et il a été touché. Et il a heurté la piste et a explosé sous mes yeux. J'ai traversé les flammes de son appareil. Arrivé à l'autre bout de la piste, j'ai redressé et j'ai regardé en bas. Il y avait une église et un cimetière. Je me souviens de l'ironie terrible de ce que j'ai vu en bas. Une bien funeste journée. À la fin du conflit, le groupe d'attaque 56 allait totaliser le plus de missions réussies en Europe, avec plus de 1000 appareils ennemis détruits à son actif. Fred Christensen était un pilote méticuleux, allant jusqu'à vérifier chacune des balles devant être tirées depuis son appareil. Après avoir abattu 5 avions ennemis, il reçut la permission express de réduire la portée de ses canons pour approcher l'ennemi de plus près, une manœuvre particulièrement hardie. C'est évident. Et je m'en suis tiré jusqu'au moment où le cylindre situé sous l'appareil a pris une volée, ce qui a immédiatement neutralisé mon moteur. Ce jour-là, notre escadrille a perdu 16 appareils. Et je pense que parmi eux, on n'en a jamais revu 5 ou 6. Nous avions été très durement touchés. C'était une période très difficile. Mais pour les chasseurs et les bombardiers, il y avait aussi des moments plus légers. Une de nos blagues préférées était de monter très haut, au-dessus d'un bombardier que l'on choisissait, par exemple un avion qui effectuait la liaison d'une base à l'autre, et on restait sous le couvert des nuages, avant de piquer derrière eux et de redresser subitement devant eux. Et cela créait un déplacement d'air, tel que ça les faisait tomber de leur siège. Et je me souviens de leur tête, un jour, que je volais très près de l'un d'eux, ils me montraient le poing, et ils m'envoyaient même des trucs par les hublots. On faisait aussi tout le temps des défis. Un petit appareil venait se placer près d'un grand et faisait une acrobatie, mettant l'autre défi d'en faire autant. Quand on ne pouvait pas, on coupait un moteur et, par radio, on demandait au monomoteur d'en faire autant. On s'amusait pas mal avec les chasseurs. Rapidement, les Alliés gagnent le contrôle des cieux de l'Europe occupée. La défaite des nazis est inexorable. L'avancée de 8 mois des Alliés lancée vers Berlin est malheureusement ponctuée de la mort de nombreux pilotes. But it was a great experience, trekking through Europe, buccaneering, nomadic sort of life in your tents, marvelous chaps with you, all your own ground crew, all together, one big team, and finishing the job off. Marvelous experience. Most marvelous experience I've ever had. La Seconde Guerre mondiale demeure toujours un souvenir vivace pour ceux qui l'ont vécu. Mais l'ère des chasseurs à hélice est désormais révolue. Quelles sont alors les raisons qui poussent des passionnés à conserver aux dernières machines existant encore leur splendeur de jadis? Ce qui me motive, c'est le désir de posséder un tel appareil pour voler à son bord et me trouver au contact tangible d'un tel appareil. C'est très simple et c'est presque obsessionnel, une passion que je partage avec mon père. Et la seule façon pour nous d'augmenter notre collection est de voler autant que nous voulons, en tout cas acharné, qui détruit le compartiment radio. Lors de sa première et dernière mission, le canonnier de flanc droit perdit son bras et 2 autres membres d'équipage furent sévèrement touchés. Malgré tout, le B-17 rentrera à sa base. À notre arrivée à la base, les mécaniciens et les techniciens chargés de remplacer les parties criblées de balles de notre appareil m'ont raconté avoir colmaté 480 trous de projectiles dans le fuselage de notre appareil. En automne 1943, surviennent les raids de Regensburg et Schweinfurt qui sont demeurés de sinistre mémoire. Arrivés bien au-delà du rayon d'action des chasseurs les accompagnant d'ordinaire, les bombardiers sans escorte rencontrent le feu de la Luftwaffe à l'aller comme au retour.
60 B-17 sont perdus à cette terrible occasion le 17 août. Près d'un mois plus tard, 60 autres appareils ne rentrent pas à la base au terme d'un second raid aux résultats néfastes pour les Allemands. Les noms de Regensburg et Schweinfurt resteront gravés dans les mémoires en lettres noires. Je me souviens les avoir rencontrés à la suite du raid sur Schweinfurt. Une formation majestueuse en lambeaux qui se battait pour rester en l'air et surtout en vie jusqu'à sa base, parmi les forteresses écrasées au sol, les membres d'équipage quittant leurs appareils en flammes. Je crois me rappeler qu'ils ont perdu 20% de leurs appareils à la suite de cette mission-là. Toujours sans escorte, les bombardiers américains étaient à la complète merci des essaims de Focke-Wulf et de Messerschmitt. Les pertes en hommes et en matériel étaient considérables. Mais à la fin de l'année 1943, on introduisit l'avion qui allait renverser radicalement le cours des choses, le nord-américain P-51B Mustang. Propulsé par le moteur Rolls-Royce Merlin 61, il était supérieur en puissance à ceux des ME-109G et ce à n'importe quelle altitude. Au-dessus de 28 000 pieds, il volait à 110 km/h de plus que les FW-190. En plongée, il était plus résistant et fiable que les Focke-Wulf et les Messerschmitt. Mais de façon plus étonnante encore, il était capable d'aller accomplir ses exploits au-dessus de Berlin grâce à une autonomie accrue qui lui permettait de faire l'aller-retour sans peine. Lorsque Göring aperçut le Mustang au-dessus de Berlin, il aurait dit « La guerre est perdue pour nous ». Et ce fut prouvé par la suite. C'est un soulagement intense qui accueille l'arrivée du P-51 Mustang. À mesure que de nouveaux Mustangs arrivent par centaines des chaînes d'assemblage, c'est l'avion ennemi qui semble se flétrir. Les bombardiers ne survivant pas aux... Bader est parti avec ses 3 escadrilles de Hurricanes. Et je crois que ce fut la seule fois depuis Dunkerque que l'on employait la configuration d'attaque numéro 1, comme on l'appelait avant la guerre. À savoir que les formations sont parties à l'assaut d'une autre formation sans restriction aucune. C'est ainsi que nous avons regardé depuis le sol tous ces Hurricanes partir à l'attaque 3 par 3 et dégommer ces Henkels. George et les autres pilotes de Spitfire attendaient qu'il n'y ait plus que quelques bombardiers encore en l'air pour se joindre à la mêlée et attaquer l'escorte des Messerschmitt 110. 24 Spitfire contre 10 110, pour nous c'était le paradis. C'était rarissime de voir la Royal Air Force surpasser les Allemands sur le point de vue numérique. 60 de nos appareils contre 40 des leurs, dont 30 bombardiers. Si ça avait été plus souvent comme ça, on aurait gagné la guerre plus tôt. Mais les grandes formations n'étaient pas les seules causes de polémique. Les ouvrages tactiques de la RAF d'avant-guerre spécifiaient que les appareils devaient voler en formation serrée de 3 appareils dites VIC. Cette tactique fut employée en 1940. Elle laissait malgré tout les appareils anglais en infériorité numérique face à la formation flexible de 4 appareils de la Luftwaffe. Ils volaient disposés en éventail, 2 par 2, à bonne distance, avec 2 appareils en couverture des 2 autres qui volaient à 300 ou 400 mètres plus loin. Ils nous étaient supérieurs, bien sûr, dans notre formation VIC, qui avait probablement dû être inventée par un fonctionnaire du ministère de l'Air qui n'avait peut-être jamais volé de sa vie. Il avait eu l'idée qu'en volant en formation serrée de 3 appareils, vous aviez alors 24 canons pointés systématiquement sur un bombardier ennemi. Mais c'était une tactique stupide, et le fonctionnaire qui a eu cette brillante idée est probablement responsable de la mort de nombreux jeunes pilotes en 1940. Au cours de la nuit du 24 août, des bombes allemandes tombent sur Londres pour la première fois depuis 1918. La nuit suivante, les bombardiers anglais effectuent un raid de représailles sur Berlin. Au résultat, le 7 septembre, la Luftwaffe attaque avec une vigueur accrue son seul et unique objectif, le cœur de Londres. Ce qui diminue la pression exercée sur les bases aériennes et donne à l'état-major suffisamment de répit pour préparer davantage d'opérations sur l'Allemagne. En quelques semaines, la RAF réussit à porter un tel coup aux ressources et au moral allemand
qu'entre le 15 et le 17 septembre, Hitler renonce indéfiniment à envahir l'Angleterre. Terme d'un second raid aux résultats néfastes pour les Allemands. Les noms de Regensburg et Schweinfurt resteront gravés dans les mémoires en lettres noires. Je me souviens les avoir rencontrés à la suite du raid sur Schweinfurt. Une formation majestueuse en lambeaux qui se battait pour rester en l'air et surtout en vie jusqu'à sa base, parmi les forteresses écrasées au sol, les membres d'équipage quittant leurs appareils en flammes. Je crois me rappeler qu'ils ont perdu 20% de leurs appareils à la suite de cette mission-là. Toujours sans escorte, les bombardiers américains étaient à la complète merci des essaims de Focke-Wulf et de Messerschmitt. Les pertes en hommes et en matériel étaient considérables. Mais à la fin de l'année 1943, on introduisit l'avion qui allait renverser radicalement le cours des choses, le nord-américain P-51B Mustang. Propulsé par le moteur Rolls-Royce Merlin 61, il était supérieur en puissance à ceux des ME-109G et ce à n'importe quelle altitude. Au-dessus de 28 000 pieds, il volait à 110 km/h de plus que les FW-190. En plongée, il était plus résistant et fiable que les Focke-Wulf et les Messerschmitt. Mais de façon plus étonnante encore, il était capable d'aller accomplir ses exploits au-dessus de Berlin grâce à une autonomie accrue qui lui permettait de faire l'aller-retour sans peine. Lorsque Göring aperçut le Mustang au-dessus de Berlin, il aurait dit « La guerre est perdue pour nous ». Et ce fut prouvé par la suite. C'est un soulagement intense qui accueille l'arrivée du P-51 Mustang. À mesure que de nouveaux Mustangs arrivent par centaines des chaînes d'assemblage, c'est l'avion ennemi qui semble se flétrir, les bombardiers ne survivant pas aux assauts de l'appareil américain. Avec sa vitesse de pointe de 711 km/h, le Mustang permet à ses pilotes d'élaborer des stratégies efficaces contre des chasseurs allemands plus lourds. En combat, les Messerschmitt et les Focke-Wulf ne parvenaient pas à faire des virages très serrés. Et lorsqu'ils se lançaient contre un bombardier, ils avaient aussitôt du mal à semer les Mustangs qui leur tombaient dessus. Ça rappelait les corsaires et comment ils fondaient sur la cible avec leurs attaques fulgurantes avant de prendre de l'altitude et d'attendre la frappe suivante. Avant peu, le Mustang avait remporté la maîtrise des airs au-dessus du territoire allemand et ce, presque sans appui. Avec une opposition en baisse de la part des chasseurs ennemis, les bombardements au-dessus de l'Allemagne prennent un tour colossal. Parfois, c'est la 8e Air Force tout entière qui se voyait mobilisée pour une sortie. Il y eut en effet de nombreuses occasions de voir la 8e au grand complet pour une même mission. Et je me souviens que ce soir-là, après avoir largué nos bombes, un de nos appareils fut touché et nous nous sommes pris ces débris en même temps que les tirs de DCA. Et ça nous a complètement achevés. Comme le dit Pierre Klosterman, c'est totalement imprévisible. Dans un combat aérien, en près de 20 secondes, vous arrivez à cerner le type de pilote que vous avez pour adversaire et à évaluer vos chances de le battre. Mais avec la DCA, vous êtes tranquillement assis dans votre appareil et tout fonctionne. La seconde d'après, vous êtes dans les problèmes jusqu'au cou. La Luftwaffe se montre de plus en plus réticente à aller se frotter aux importants déploiements des forces aériennes alliées, confortant les pilotes dans l'idée qu'ils ont parfaitement mené leur plan de destruction systématique des ressources ennemies. Fred a fait de nombreuses fois partie de l'escorte des bombardiers, ayant pris pour cible les villes de Schweinfurt, Brême et Cologne. J'avais visité l'Europe en 1935 et que durant mon séjour, j'avais pu admirer le vieux continent dans toute sa splendeur esthétique. Et ça m'a simplement bouleversé de voir une beauté comme la ville de Cologne réduite en cendres. Le 6 juin 1944, la 144e escadre canadienne, sous le commandement de Johnny Johnson, effectue 4 missions de couverture des plages normandes. 48 heures plus tard, à Sainte-Croix-sur-Mer, ils entrent dans l'histoire de l'aviation de guerre en étant les premiers Spitfire à atterrir sur le sol français. Le Spitfire Mark IX, immatriculé ML417, faisait partie du nombre.
Dans un verger près du village, les Français accueillent les pilotes anglais avec des fleurs, des fruits et du vin. En quelques semaines, la 7e armée allemande est entraînée dans un piège meurtrier qu'aucun des témoins ne pourra oublier. Les Américains ont commencé à se disperser en août et la 7e armée allemande était coincée à Falaise. La puissance tactique alliée est intervenue et les Spitfire et les Typhoon ont décimé toute une armée. La bataille de Normandie a été remportée par les forces aériennes tactiques et non pas par l'armée. Tout comme l'opération Tempête du désert a été conclue par les forces aériennes tactiques et non par l'armée. Pour les Allemands, les circonstances de Falaise étaient tragiques. 60 000 soldats furent capturés ou tués. 2000 tanks et canons furent détruits. Kate Park préfère envoyer de petits nombres d'appareils en interception. En formation restreinte, ces appareils peuvent être en l'air très rapidement, mais sont également très vite dépassés en nombre par les escortes de bombardiers. Plus au nord, au sein du 12e groupe, Douglas Bader de l'escadrille 242 et le lieutenant-colonel Leigh Mallory préféraient des formations plus importantes. Avec 5 escadrilles, soit 60 appareils prenant l'air ensemble, sous l'appellation escadre d'Uxford, les risques étaient réduits. Le plus dommage dans toute cette histoire, c'est que Leigh Mallory du 12e groupe et Park du 11e ne s'entendaient pas du tout. C'est le moins que l'on puisse dire. Il semblait que Park était toujours réticent à recourir aux grandes formations, au départ de Duxford ou de Reitering, ou encore du 10e groupe. Il disait toujours qu'il n'avait pas le temps de constituer de grandes escadres à cause de la portée des radars et de la distance à franchir par-dessus la Manche pour atteindre le Pas-de-Calais. Mais il avait tout le temps qu'il aurait fallu. Il a eu tort de ne pas tirer avantage des grandes escadres. Au résultat, l'expérience a prouvé qu'il y avait fort à faire pour les deux types d'escadres, les massives comme les plus flexibles, mais Park ne tirait pas les bénéfices des plus grandes. En septembre qui suit, forte de 5 escadrilles, l'escadre d'Oxford se voit faire face à une formation de dorniers escortés par une dizaine de M110. Bader est parti avec ses 3 escadrilles de Hurricanes et je crois que ce fut la seule fois depuis Dunkerque que l'on employait la configuration d'attaque numéro 1, comme on l'appelait avant la guerre. À savoir que les formations sont parties à l'assaut d'une autre formation sans restriction aucune. C'est ainsi que nous avons regardé depuis le sol tous ces Hurricanes partir à l'attaque 3 par 3 et dégommer ces Henkels. George et les autres pilotes de Spitfire attendaient qu'il n'y ait plus que quelques bombardiers encore en l'air pour se joindre à la mêlée et attaquer l'escorte des Messerschmitt 110. 24 Spitfire contre 10 110, pour nous c'était le paradis. C'était rarissime de voir la Royal Air Force surpasser les Allemands sur le point de vue numérique. 60 de nos appareils contre 40 des leurs, dont 30 bombardiers. Si ça avait été plus souvent comme ça, on aurait gagné la guerre plus tôt. Mais les grandes formations n'étaient pas les seules causes de polémique. Les ouvrages tactiques de la RAF d'avant-guerre spécifiaient que les appareils devaient voler en formation serrée de 3 appareils partis du nombre. Dans un verger près du village, les Français accueillent les pilotes anglais avec des fleurs, des fruits et du vin. En quelques semaines, la 7e armée allemande est entraînée dans un piège meurtrier qu'aucun des témoins ne pourra oublier. Les Américains ont commencé à se disperser en août et la 7e armée allemande était coincée à Falaise. La puissance tactique alliée est intervenue et les Spitfire et les Typhoon ont décimé toute une armée. La bataille de Normandie a été remportée par les forces aériennes tactiques et non pas par l'armée. Tout comme l'opération Tempête du désert a été conclue par les forces aériennes tactiques et non par l'armée.
tactical air forces, tactical airpower, and not the army. Pour les Allemands, les circonstances de Falaise étaient tragiques. 60 000 soldats furent capturés ou tués. 2000 tanks et canons furent détruits. Depuis le débarquement, les pertes allemandes ont atteint des proportions astronomiques, avec plus de 600 000 victimes. Entre le 6 juin et la fin août, les forces alliées effectuent 500 000 sorties, permettant à plus de 2 millions de soldats de débarquer en Europe. Paris est libéré le 25 août et les alliés poursuivent leur avancée vers le Rhin. Mais le 17 septembre, le désastre survient lors d'une opération au-dessus de Arnhem. Pour la 56e escadre, il s'agira du jour le plus terrible du conflit. Alors que l'escadre a été chargée de l'élimination des batteries de DCA, 39 Thunderbolt sont abattus. 8 des pilotes tombent en territoire allié, parmi lesquels Charles Rotzler. Mes ailes étaient criblées de trous, mes volets aussi, ainsi que le fuselage. Et je m'en suis tiré jusqu'au moment où le cylindre situé sous l'appareil a pris une volée, ce qui a immédiatement neutralisé mon moteur. Ce jour-là, notre escadrille a perdu 16 appareils. Et je pense que parmi eux, on n'en a jamais revu 5 ou 6. Nous avions été très durement touchés. C'était une période très difficile. Mais pour les chasseurs et les bombardiers, il y avait aussi des moments plus légers. Une de nos blagues préférées était de monter très haut, au-dessus d'un bombardier que l'on choisissait, par exemple un avion qui effectuait la liaison d'une base à l'autre, et on restait sous le couvert des nuages, avant de piquer derrière eux et de redresser subitement devant eux.